Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le meilleur Dev Café de la semaine, car dans quelques heures ce sera le week-end. Mais juste avant, on va quand même prendre quelques petites minutes pour voir les infos qui ont marqué l'actu autour du développement, et je vais essayer de caser tout ça en une dizaine de minutes. Aujourd'hui, je vous parlerai notamment de la nouvelle version stable de Ionic, de la roadmap de Flutter en 2023, ou encore de Twitter qui vient de dévoiler officiellement les prix de son API. Allez, je vous fais pas plus attendre et on commence tout de suite. On va commencer par Android et plus particulièrement de la possibilité d'utiliser les flux des deux caméras en même temps. Et aujourd'hui, le Google Play liste 180 téléphones comme compatibles, mais il faut pour ça passer par Camera 2 et être à minima sur Android 11, car les API n'étaient pas disponibles avant. Et bon, comme tout développeur qui a touché à Camera 2 et qui a instantanément une bouffée de chaleur, la bonne nouvelle c'est que Camera X va bientôt le supporter avec des flux en 1440 ou 720p. Pour le moment, l'APR qui permet de le supporter est en discussion, mais sinon, la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez donc bientôt profiter de cette fonctionnalité et sur Camera X. On poursuit en changeant de perspective et en allant sur Ionic qui vient de basculer en version stable et en version 7. Donc je vous en avais déjà parlé dans les bêtas, mais je vais quand même en profiter pour vous rappeler très vite les trois principales nouveautés. Sur les action sheets, alert, loading, picker et toast, pour passer des données, il n'y a plus besoin de passer par un mécanisme de contrôleur, mais à la place, on peut le faire directement dans les attributs du composant, ce sera donc bien plus lisible au passage. Pour ce qui est des formulaires ensuite, ils sont bien moins restreints qu'auparavant, et peuvent plus facilement afficher des text fields ou des switches seuls. Côté performance maintenant, si vous utilisez Vue, les performances justement, lors des changements d'onglet, elles sont 70% meilleures. Et chose à noter, les nouveaux templates qui passent par la ligne de commande utilisent Vite si vous prenez des déclinaisons React ou Vue. Bref, d'une manière générale, c'est une mise à jour incrémentale, à voir si ça pourra quand même rebooster la popularité, car ces dernières années, c'est quand même un peu la soupe à la grimace du côté de chez Ionic. On poursuit en allant maintenant chez le concurrent Flutter qui vient de dévoiler sa roadmap pour 2023. Alors je vous en avais déjà parlé car elle était déjà publiée sur le wiki du projet, mais ici c'est présenté sous un autre format et il y a quelques infos supplémentaires et d'autres qui ont été mises à jour. Je vais donc vous dire uniquement les nouveautés. Déjà, il commence par donner des chiffres, à savoir qu'une nouvelle application publiée sur 5 sur le Google Play, elle utilise désormais Flutter, ce qui est plus que tous les autres frameworks cross-platform réunis. Ils indiquent aussi que la Formule 1 a un site fait en Flutter qui a l'air d'être une sorte de jeu. Ensuite, et c'est la première fois que je les vois évoquer le terme, mais ils avouent que Flutter Web, c'est quand même pas ça, puisqu'ils disent que sur toutes les plateformes supportées par Flutter, c'est celle qui est la plus immature, alors pourtant qu'elle est disponible depuis plusieurs années. Enfin, parmi les challenges qui leur restent, ils disent qu'ils doivent encore améliorer leur réputation auprès des agences de design et des développeurs iOS, mais surtout pour rebondir sur le partenariat avec Replit et Google Cloud que je vous parlais hier, il semblerait qu'avoir un GitHub Copilot-like pour Flutter ce soit aussi dans leur carton, car ils évoquent l'autocomplétion basée sur du machine learning. Bon, là-dessus, faut quand même pas trop s'emballer, car généralement ça prend pas 5 minutes à faire ce genre de choses. Dans la deuxième partie du document, ils dévoilent leurs 6 priorités, mais dans les notes, ils avouent à demi-mot que les licenciements les ont touchés, car le cap reste certes le même que prévu, mais tout ne pourra pas être fait. Mais je vais quand même vous résumer chaque point très vite. Pour le premier, sur l'aspect performance, l'idée c'est d'avoir Impeller autant sur Android qu'iOS, et sur le web, ce sera WebAssembly. Pour l'interopérabilité, l'idée c'est de mieux s'intégrer à l'existant sur Android et iOS, avec iOS d'ailleurs la migration vers le Swift Package Manager pour les dépendances, et sur le desktop, il prévoit de terminer l'intégration des plateformes Vue pour combler finalement le gap. Pour ce qui est de l'aspect portabilité sur le web, c'est WebAssembly, et en général, c'est un meilleur support d'ARM sur le desktop, typiquement sur Windows, ou encore de RISC-V en général. Sur l'écosystème, ils vont faire encore plus de partenariats, et à noter qu'un peu plus bas, ils disent qu'avec Google Maps, ils vont ajouter le support de la direction lors de la navigation, ou encore que l'addoc Flutter, elle sera intégrée directement à celle de Google Maps, un peu comme ce qui est fait avec Firebase. Et sur la sécurité, là ils sont un peu en mode obvious en disant qu'ils vont faire mieux et illogique. Puis sur les fondamentaux, ils vont essayer de mieux gérer la doc et aussi d'améliorer le process autour des issues, car aujourd'hui la croissance des tickets ouverts, elle est plus rapide que celle de ceux qui sont fermés. Voilà donc pour les changements, et pour résumer, ça reste quand même dans l'ensemble positif, mais quand même attention à la petite astérisque sur les licenciements. Et voilà, c'était 3 beaux sujets pour commencer, et pour vous évader un tout petit peu avant le week-end, eh bien place aux actus en bref. On commence ces actus par Electronic Arts qui annonce vouloir licencier 6% de sa masse salariale, soit environ 800 personnes. L'éditeur des jeux Les Sims ou FIFA souhaite en parallèle réduire le nombre de locaux qu'il utilise. En France, ce ne sont pas des licenciements mais plutôt une grève qui s'annonce dans les Apple Store pour ce samedi après-midi.
Les employés souhaiteraient recevoir une revalorisation salariale de 7% ou encore une réduction du temps de travail à 32 heures contre 35 aujourd'hui. Côté mobile, Google a mis en ligne la deuxième bêta pour Android 13 QPR3, mais uniquement avec de la correction de bugs. Pas d'inquiétude pour vos développements. NTT Communications, qui est une filiale de l'opérateur japonais éponyme, vient d'annoncer une Active Multi-Access SIM qui permet à partir d'une seule carte SIM de se connecter sur plusieurs opérateurs à la fois. Cela pourrait être d'autant plus intéressant que le recours aux eSIM se multiplie. Et enfin, pour les plus geeks d'entre vous, l'éditeur Emacs est désormais disponible sur les téléphones Android et avec une compatibilité impressionnante depuis Android 2.2. Le plus simple est de le télécharger sur Android. On reprend en parlant d'Apple et avec une information assez marrante, car vous savez qu'il parle à gogo du respect de la vie privée, à tel point que même ça en est devenu un argument marketing. Mais pour la Chine, c'est insuffisant. Et en effet, cette semaine, Tim Cook il était venu en Chine et le gouvernement lui a demandé d'améliorer les dispositifs de sécurité et de protection de la vie privée. Mais là vous vous dites, mais comment est-ce que c'est possible? Et en fait, attention, c'est bien la notion de vie privée, mais à la sauce chinoise. Donc a priori, Apple va s'y conformer parce que lors de leurs derniers résultats financiers, 19% du chiffre d'affaires venait uniquement de la Chine, et d'ailleurs par le passé, ils avaient déjà fait des restrictions, typiquement sur l'App Store, eh bien il n'y a pas de VPN. Pour ce qui est de l'amélioration de la vie privée et de la sécurité, il n'y a rien qui est expliqué publiquement, mais selon The Register, la loi chinoise a été renforcée dernièrement pour notamment tout l'aspect export des données en dehors du pays. Bref, même si le contenu il n'est pas super précis, je trouvais quand même ça assez culotté qu'on puisse avancer ce type d'argument à Apple. Allez, je quitte ce monde vraiment trop politique pour ensuite vous parler brièvement de l'aspect sécurité sur le mobile, car chez Google, il y a une division qui est nommée TAG pour Threat Analysis Group. Et sans rentrer dans les détails, quand vous recevez des emails ou des SMS qui redirigent vers des sites peu scrupuleux, on va dire, l'idée c'est simplement de récolter vos coordonnées bancaires ou alors des données perso. Mais généralement, ça s'arrête là. Or justement, dans les découvertes qui sont présentées ici, les pages web peuvent aussi profiter de failles dans WebKit ou dans Chrome, et sur iOS par exemple, c'est corrigé depuis la 15.1, mais potentiellement la page web, elle pouvait installer à distance une application sur les iPhones. Voilà, en plus d'être des vraies saloperies, eh bien ces sites ils deviennent de plus en plus intelligents. Le conseil, et vous le savez déjà en fait, mais parce que c'est un peu en mode Monsieur Obvious, mais surtout faites super attention. Et toujours en parlant du volet sécurité, Sandworm, qui est une solution spécialisée dans l'analyse des dépendances JS et plus particulièrement du contenu de NPM, eh bien leurs dernières stats, elles sont assez effrayantes. Car sur la période entre mercredi dernier et mercredi de cette semaine, à peu près 320 000 packages ont été soit publiés soit mis à jour, et là-dessus plus de la moitié sont du spam. Alors ça peut être des films en accès libre, gagner des V-Bucks sur Fortnite, ou encore des échanges avec des trucs sur Telegram. Bon ici on se parle de spam et pas nécessairement des problèmes de sécurité, mais comme je vous l'ai déjà évoqué, on a ici vraiment une preuve de la limitation des stores qui sont ouverts finalement aux 4 vents. Ah, et maintenant c'est le moment Twitter, car ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait plus parlé, et dans ce qui nous intéresse, il y avait la fameuse API de Twitter qui allait devenir payante le 9 février, mais comme vous le voyez, on est quasiment 2 mois plus tard, et bien toujours rien. Mais entre-temps, on a quand même eu quelques petits rebondissements, on va dire, avec les bots gentils qui pourraient avoir accès à l'API gratuitement, ou encore que la version entreprise, par contre, allait coûter un bras. Mais Twitter s'est enfin exprimé officiellement, et on a tous les détails désormais. Concrètement, une API gratuite sera proposée pour les fameux bots gentils, mais uniquement en écriture et avec une limite à 1500 tweets par mois. Et en fait, si on est plus précis, c'est plutôt 1500 écritures sous la forme donc soit de tweets, soit de l'envoi d'une image ou encore d'un login via le sign-in Twitter. Donc dit autrement, la recommandation c'est toujours de ne plus utiliser le login Twitter, parce qu'avec 1500 tentatives par mois, je pense pas que vous irez très loin. Ensuite, on a le premier niveau payant qu'ils appellent basique et qui coûte 100 $ par mois et donne 1000 appels en écriture et 3000 tweets en écriture. Juste au-dessus, il y a les plans Enterprise que je vous avais déjà montré et qui coûtaient un bras, car Twitter en fait les affiche pas publiquement. Mais les entreprises éligibles les avaient partagés, et pour rappel, les tarifs allaient de 42 000 $ par mois pour 50 000 tweets, en passant par 100 millions de tweets, mais cette fois-ci pour 125 000 $ par mois, ou enfin le mode qui casse la banque à 210 000 $ par mois pour 200 millions de tweets. Et pour rappel, 210 000 $ multiplié par 12 mois, ça donne quand même 2,5 millions par an. Bon, j'imagine quand même que c'est pas tout à fait dans vos bourses, et l'idée c'est que les anciens plans ils seront dépréciés dans un mois, et comme d'habitude, le tweet de fin est vraiment une pépite, et si je vous le traduis, ça donne « Nous sommes enthousiastes pour l'avenir de notre écosystème, et nous sommes impatients de voir ce que vous allez en construire. » Mais encore faudrait-il qu'il y en ait ce fameux écosystème et des gens qui veulent payer.
Et voilà, c'était le tout dernier Dev Café de la semaine. Un petit peu de Twitter, ça fait jamais de mal pour finir. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé ce format, et n'hésitez pas aussi à le soutenir via Patreon, où vous obtiendrez même en échange un podcast audio. Bon, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et je sais pas encore s'il y aura des vidéos sur la chaîne ce week-end, car en fait, j'ai appris que ma présentation à Android Makers avait été prise, et donc elle va pas se faire par magie. En tout cas, pensez bien à envoyer un message aujourd'hui au Benjamin parce que c'est leur fête, et faites aussi bien attention, car demain ce sera le 1er avril, alors faites bien attention, et donc on se dit à lundi.